Encore un sacré bordel. Une boîte qui te propose de te couper le cerveau en deux pour que ton toi du boulot n'ait jamais la moindre idée de ce que fait ton toi du dehors. Pas de souvenir de ta famille, pas de vacances, pas même le goût du kebab du vendredi soir. En bas, ton double passe sa vie à classer des chiffres sur un écran dans des open space grisâtres. Et en haut, ton autre toi, y profite de la vie sans jamais se rappeler avoir bossé une seule seconde. Le rêve? Pas vraiment, parce que ça veut dire qu'une partie de toi est condamnée à passer sa vie entière au taf. Pas de week-end, pas de pause, rien, juste le boulot. Et ça, c'est pas une blague de DRH sous coke, c'est Sévrance, ou Dissociation en français. Une série qui montre ce qui se passe quand une multinationale décide de séparer chirurgicalement ta mémoire perso de ta mémoire pro. Sortie en 2022 sur Apple TV+, réalisée par Ben Stiller, écrit par Dan Erickson, la série ne fait pas peur avec des monstres, mais avec la façon dont fonctionne ton cerveau, des neurosciences. Et pour un biologiste qui n'y connaît rien au cerveau, c'est bien plus flippant. La série, elle est vraiment super. C'est un de mes coups de cœur de ces dernières années, donc je vais être vigilant à ne pas vous spoiler. Je vais me tenir au contexte qui est donné dans les 2 premiers épisodes. Alors posons les vraies questions. Est-ce qu'une telle opération pourrait exister en vrai? Peut-on vraiment séparer les souvenirs du boulot de ceux de la maison? Et si c'était possible, est-ce qu'on le voudrait vraiment? Pour le savoir, il faut commencer par voir ce que nous explique la série. Chez Lumon, l'entreprise de la série, on te vend une puce implantée dans le cerveau qui crée 2 états de conscience étanches. Quand tu arrives au travail, au moment où tu montes dans l'ascenseur, clic. C'est ton toi du boulot qu'on appelle un nini qui se réveille. Tu sors, clic, c'est le toi de la vie de tous les jours, ton naughty, qui reprend le contrôle. Entre les deux, aucun pont. Pas de transfert, pas de flashback, pas de mot de passe qui remonte par hasard. C'est comme si on avait dressé un mur de Berlin au milieu de ta mémoire. Le toi du boulot, le ini, il a tes connaissances générales. Il est capable de savoir ce qu'est un éléphant ou comment faire des pâtes, mais il n'a aucune idée de qui est sa daronne ou de qui a gagné la dernière élection. Scientifiquement, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que c'est crédible? Et surtout, par quel mécanisme ça pourrait fonctionner? Alors, pour répondre à ça, il faut d'abord oublier l'image du cerveau de tiroir. Un souvenir, c'est pas juste un fichier MP4 rangé dans un dossier vacances 2016, c'est un motif d'activité. Un petit orchestre de neurones qui jouent ensemble dans un réseau où les cellules sont reliées par des milliers de connexions. Quand tu apprends, certains neurones s'allument en même temps. Leur liaison se renforce et le morceau devient plus facile à rejouer la prochaine fois. Les scientifiques appellent ce motif un engramme. Retiens juste l'idée qu'un souvenir, c'est un circuit qui se réactive plutôt qu'un film qu'on relit. Ton cerveau, il n'empile pas tout au même endroit, il répartit. Tu as l'hippocampe, une petite structure en forme de cheval de mer, dans la profondeur des tempes, qui sert d'aiguillage pour les souvenirs d'épisodes de ta vie. Où, quand, avec qui. Au début, il est très impliqué pour créer et rappeler ses souvenirs. Puis au fil des jours et des semaines, ces traces, elles se stabilisent en surface dans le cortex. C'est la consolidation. Dit autrement, l'hippocampe, il garde un index qui pointe vers des fragments dispersés partout dans le cerveau. Et peu à peu, l'index devient moins crucial, car les fragments, ils se parlent directement. Ce passage n'est pas un simple stockage. Le souvenir, il évolue. On en retient souvent l'essentiel, plutôt que tous les petits détails. Ensuite, tu as l'amygdale, qui colle dessus une étiquette émotionnelle. Si l'événement t'a fait peur ou t'a donné une joie immense, l'amygdale booste l'enregistrement, notamment grâce à des messagers chimiques liés au stress et à l'attention. Ça explique pourquoi on se souvient mieux d'un moment très intense, tout en pouvant déformer les détails, par exemple fixer l'élément le plus marquant et oublier le reste. Un souvenir fort émotionnellement est souvent plus accrocheur, pas forcément plus fidèle. Pendant ce temps, d'autres circuits s'occupent de ce que tu fais sans réfléchir. Le striatum, par exemple, il apprend les habitudes, les séquences du style « s'il y a tel signal », alors il y a telle action. C'est lui qui te fait taper ton code de téléphone sans y penser, ou prendre la même sortie d'autoroute par automatisme. Ensuite tu as le cervelet, lui il peaufine les gestes, la précision d'un tir au basket, la fluidité du vélo, la coordination fine de la main qui te découpe. Ce sont des mémoires différentes de celles des souvenirs d'épisodes, moins verbales, plus motrices et routinières. C'est pour ça qu'on peut oublier une soirée, mais garder le coup de main appris ce jour-là. Au-dessus de tout ça, le cortex préfrontal, il joue le rôle de chef de projet. Il garde en tête les objectifs immédiats, trie les informations utiles, organise la recherche d'un souvenir, par exemple où est-ce que j'ai posé mes clés, et filtre ce qui est pertinent maintenant. C'est aussi lui qui va t'aider à raconter les souvenirs dans le bon ordre et à choisir ce qui vaut la peine d'être rappelé. Sans lui, on a des souvenirs, mais on peine à les mettre en scène. Il y a 2 petites astuces du cerveau qui sont cruciales pour comprendre pourquoi Sévrance peut paraître crédible. D'abord, il y a l'encodage spécifique au contexte. On se rappelle mieux dans le même décor, avec les mêmes odeurs, la même ambiance qu'au moment où on a appris. Ensuite, il y a la dépendance à l'état. Retrouver une humeur, un niveau de stress ou un état physiologique ressemblant, par exemple après un café, peut aider à rouvrir à la bonne bibliothèque. L'ascenseur de la série y condense ces 2 effets. Il impose un contexte et un état interne qui ouvre la section boulot et referme le reste. Dans la vraie vie, l'effet il est progressif et jamais parfait, mais le principe il existe.
Le sommeil aussi joue un rôle clé. Pendant le sommeil lent, le cerveau y répète des motifs appris dans la journée. Un peu comme si l'hippocampe refaisait passer la scène en accéléré, ce qui aide à consolider et à réorganiser l'information dans le cortex. Durant le sommeil paradoxal, donc le sommeil des rêves, on relie souvent des choses entre elles, on extrait des liens et des idées plus générales. Le lendemain, tu te souviens parfois mieux, mais pas à l'identique. Tu as gardé l'idée importante et tu as laissé tomber les broutilles. Et dernier point, l'oubli, c'est pas un bug, c'est une fonction. Le cerveau, il oublie pour désencombrer. Des connexions s'affaiblissent si on ne les utilise pas. Les souvenirs, ils sont un peu en compétition et ils peuvent se gêner. Une info nouvelle, ça peut en masquer une ancienne. Donc parfois, on ne supprime pas vraiment, on rend juste l'accès un peu plus difficile, faute d'indices. Et quand on rappelle un souvenir, on le remet en chantier pendant quelques heures. On peut le renforcer, le nuancer, ou même le tordre sans s'en rendre compte. C'est pratique pour apprendre et pour mettre à jour, c'est aussi pour ça qu'un souvenir, c'est jamais vraiment une caméra de surveillance. Au final, la mémoire, elle ressemble moins à une armoire qu'à une ville vivante. Des quartiers spécialisés, des routes qui se renforcent, des détours, des travaux la nuit, des panneaux émotionnels qui attirent l'œil, des lignes automatées qui roulent toutes seules. C'est cette architecture distribuée qui rend la fiction de Sévrance plausible dans l'esprit. Si tu touches un module, tu peux affecter un type de souvenir tout en laissant d'autres intacts. Et c'est aussi ce qui la rend impossible à faire proprement. Dans une ville, dès que tu barres une rue, les gens y trouvent un autre chemin. Et ton cerveau, lui, il est capable de faire pareil. Il existe d'ailleurs des cas réels qui montre que le cerveau sait parfois séparer les fonctions. Le plus célèbre s'appelle le patient HM. Pour traiter une épilepsie incontrôlable, on lui retire en 1953 une grande partie des lobes temporaux médiaux, dont l'hippocampe. Après l'opération, il peut parler, raisonner, tenir une conversation et sa mémoire à court terme, elle fonctionne encore, peut retenir un numéro quelques secondes, mais dès qu'on dépasse cette petite fenêtre, tout s'efface. Il n'arrive plus à fabriquer de nouveaux souvenirs de sa vie quotidienne. Et pourtant, il apprend encore. Et comment on sait qu'il apprend? Avec un test classique qui est le tracé dans un miroir. Dessiner une étoile en ne voyant que sa main à travers un miroir. De séance en séance, HM il s'améliore nettement, tout en jurant à chaque fois qu'il n'a jamais vu cet exercice de sa vie. Autrement dit, sa mémoire épisodique, les souvenirs d'événements vécus, elle est brisée, il se rappelle de rien, mais sa mémoire procédurale, les habitudes et le savoir-faire moteur, elle reste intacte. Autre détail crucial, HM il garde une bonne partie de ses souvenirs anciens, surtout ceux d'avant l'opération, tandis que ses souvenirs juste avant l'opération sont plus touchés. Se dégrader dans le temps suggère que l'hippocampe il sert de pont au début, puis que les souvenirs s'installent peu à peu dans le cortex. C'est l'une des grandes preuves que nos mémoires ne tiennent pas toutes par la même poignée. Une autre histoire éclairante, c'est celle du patient cassé. Après un grave accident de moto, il perd presque toute sa mémoire épisodique. Impossible pour lui de se replonger dans un moment de sa vie, d'en ressentir la saveur, le lieu, les visages. En revanche, lui, il conserve les connaissances générales sur le monde. La mémoire sémantique. Des faits, des définitions, des concepts. Par exemple, il est capable de te ressortir la capitale du Sénégal ou qu'une stalactite ça descend. Il sait des choses sans pouvoir dire quand ni où il les a apprises. Plus troublant encore, le patient cassé, il a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Parce que pour imaginer demain, on réutilise en partie les mêmes circuits que pour se souvenir d'hier. Si la bibliothèque des épisodes passés est vide, la fiction du futur, elle devient elle aussi très difficile à écrire. Et là encore, on voit que la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, ce ne sont pas les mêmes bêtes. On peut perdre l'une tout en gardant l'autre. En plus de ça, si on pousse un peu le curseur côté clinique, il existe des tableaux où l'identité elle se fissure sans lésion. Par exemple, les amnésies dissociatives. Certaines personnes, elles perdent brusquement une grande partie de leurs souvenirs personnels. Elles peuvent encore parler, conduire, manger, mais elles ne savent plus qui elles sont. Ce n'est pas dû à un coup sur la tête, on observe ça généralement après un traumatisme psychologique majeur. C'est rare, c'est très mal compris, et ça ressemble à un disjoncteur qui saute pour protéger le système. L'identité, elle se dissout un temps, comme si le cerveau coupait le circuit pour éviter un court-circuit plus grave. Plus extrême et plus controversé aussi, les troubles dissociatifs de l'identité, les personnalités multiples. Dans certains cas documentés, une même personne semble abriter plusieurs états du soi, avec des souvenirs, des voix, et parfois des comportements différents. On voit même des changements d'écriture ou de goût en quelques secondes. Le sujet, il est assez débattu parce qu'il mêle traumatisme, mécanisme de défense et effet de suggestion. Mais l'alternance entre ces mois rappelle par moments ce que vivent les INI et les AOT dans Sévrance. On va pas détailler ces troubles ici, je garde ça pour une prochaine vidéo dédiée sur Split. J'ai eu envie de la faire après avoir vu la vidéo de légende sur le sujet, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voient très bien de quoi je parle. Alors il reste la grande question, est-ce qu'on peut moduler concrètement les souvenirs? Tout d'abord par la chirurgie. On va commencer par un grand classique, du mauvais goût médical, la lobotomie. Dans les années 40-50, on se disait que certains troubles mentaux, c'était sûrement le cortex préfrontal qui débloquait. Du coup, on utilisait la seule solution logique, détruire ce cortex, avec un pic à glace, par le coin de l'œil. Ouais, pas une blague. Alors le résultat clinique... ça varie. Les patients ils étaient un peu plus calmes, mais souvent plutôt apathiques, désinhibés, avec des troubles cognitifs durables, sans compter pas mal de décès. Alors après, je suis pas psychiatre, mais j'aurais pu leur dire que leur idée elle était pas dingue. Alors c'est pas vraiment comme dans Sévrance, mais c'est le précédent historique d'un acte chirurgical qui sert à raboter l'identité au nom du fonctionnement social. Et c'était pas quelque chose de marginal. Aux États-Unis, on estime qu'au moins 50 000 lobotomies ont été réalisées, la plupart entre 1949 et 1952. Le neurologue Walter Freeman, il en a exécuté ou supervisé plus de 3500 à lui tout seul, parfois en moins de 10 minutes. La consécration institutionnelle, elle est arrivée en 1949, quand Egas Moniz a reçu le prix Nobel de médecine pour la valeur thérapeutique de la lobotomie. Un saut de légitimité qui a entretenu la vague. Alors heureusement, on a un peu progressé, et maintenant les neurochirurgies, elles sont un peu plus précises qu'à l'époque. Les lobotomies, ça s'est arrêté dans les années 70 dans la plupart des pays du monde. Il existe aussi des opérations plus rares, où on coupe le corps calleux,
c'est-à-dire l'autoroute de fibres qui relie les deux hémisphères de notre cerveau pour calmer des épilepsies rebelles. Ça s'appelle une callosotomie. L'objectif n'a jamais été de fabriquer deux personnes, mais d'empêcher une décharge électrique de traverser le cerveau en entier chez les patients épileptiques. Alors après l'opération, la vie de tous les jours, elle peut sembler presque normale. Les deux côtés du cerveau, ils communiquent encore par des circuits secondaires, et surtout par le monde extérieur. Mais quand on teste de façon très contrôlée, on voit apparaître des scènes étranges qui révèlent la dissociation. Un exemple classique. On montre brièvement une image uniquement dans le champ visuel gauche. Cette info, elle va d'abord aller à l'hémisphère droit du cerveau, oui, car les infos visuelles sur la gauche, elles sont processées du côté droit du cerveau et vice-versa. Or, chez la plupart des droitiers, le système du langage, il est plutôt situé à gauche du cerveau. Résultat, le patient, il peut pas dire ce qu'il a vu, mais il peut le dessiner avec la main gauche, qui est contrôlée par l'hémisphère droit du cerveau. Inversement, si tu présentes un mot dans le champ visuel droit, donc à l'hémisphère gauche du cerveau, la personne elle peut le nommer sans problème. On obtient ainsi deux flux de traitement qui sont partiellement indépendants, l'un sait sans pouvoir dire et l'autre parle parfois sans tout savoir. Une autre scène emblématique issue des expériences Split Brain, donc la découpe du cerveau en deux, on présente deux images en même temps, chacune dans un champ visuel différent. À droite, une griffe de poulet, qui est donc vue par l'hémisphère gauche du cerveau, suite du langage, et à gauche, on présente une scène de neige, qui est vue par l'hémisphère droit du cerveau. On dispose ensuite devant le patient un plateau d'images visibles par les deux yeux, et ils doivent ensuite choisir des images qui sont associées aux images qu'ils ont vues. La main gauche, qui est contrôlée par l'hémisphère droit, elle pointe une pelle, qui est logique parce qu'ils ont vu de la neige. La main droite, elle pointe une poule, qui est logique parce qu'ils ont vu une griffe de poulet. Quand on demande au mec pourquoi il a choisi ces objets, le centre du langage à gauche, il répond sans hésiter, la griffe elle va avec la poule, parce qu'il sait ce qu'il a vu, mais quand il voit que sa main gauche elle est sur la pelle, il enchaîne en disant « il lui faut une pelle pour nettoyer le poulailler ». En réalité, l'hémisphère gauche il a pas vu la neige, et au lieu de dire « je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la pelle », il invente après coup une explication qui colle avec les indices dont il dispose. Les chercheurs y parlent d'interprétation ou de confabulation. Le cerveau raconte une histoire cohérente pour combler le trou d'information. Il arrive aussi que la main gauche fasse un geste que la droite ne comprenne pas, ou que le côté muet reconnaisse quelque chose sans pouvoir le nommer. Donc dans ce cas-là, on n'a pas créé deux personnes complètes qui louent le même crâne, mais on a bel et bien abîmé la synchronisation interne. Deux réseaux qui traitent le monde chacun à leur façon, et qui, faute de grandes autoroutes entre eux, échangent mal. Tout ça, ça ne permet pas un mode on-off à la Sévrance, on ne bascule pas proprement entre deux identités avec un bouton d'ascenseur, et on ne découpe pas la mémoire en pro d'un côté et perso de l'autre. En revanche, ces expériences, elles montrent que le cerveau supporte des dissociations surprenantes selon la voie d'accès visuel tactile et le côté du cerveau sollicité. Des savoirs peuvent exister sans mots ou des mots sans l'expérience qui va avec. C'est exactement la matière première qui rend la fiction de Sévrance crédible dans l'esprit, tout en rappelant que dans la vraie vie, la séparation est sale, partielle et non commutable. Maintenant parlons chimie, car de nos jours, la neurochirurgie, pour régler les problèmes psy, on évite un peu, on vise plutôt la solution magique, la drogue. Le propanolol, c'est un vieux médicament contre l'hypertension qui a été testé pour atténuer la charge émotionnelle de certains souvenirs de peur, dans le but de soulager les syndromes post-traumatiques. Le principe il est assez simple, tu réactives le souvenir en demandant au patient de raconter son trauma, puis tu donnes le médicament. Chez certains patients, ensuite, l'émotion associée elle redescend d'un cran. Chez d'autres, l'effet est plus discret voire absent. L'idée c'est un peu comme si on passait du Dolby Atmos à un vieux haut-parleur Nokia. Tu te souviens, mais t'en souffres moins, surtout quand il s'agit d'une peur précise et relativement récente. C'est pas une gomme magique, mais ça existe. Cette fenêtre de fragilité, les neurosciences l'appellent la reconsolidation. Chaque fois que tu rappelles un souvenir, tu l'ouvres, tu le rends malléable pendant quelques heures, puis tu le reposes. Chez l'humain, les effets y restent subtils et variables, mais l'idée elle est bien là, la mémoire vit, se modifie et se réécrit à petits coups de pinceau. Et si on passe de l'édition au pinceau à la massue chimique? Certaines substances provoquent des états dissociatifs. La kétamine à forte dose anesthésique, le PCP ou encore certains anesthésiants peuvent donner des sensations de sortie du corps, de perte d'identité, de temps qui se déforme, et cette drôle d'impression que le monde est lointain ou irréel. Tout ce qui t'est arrivé il y a 5 minutes semble ne plus vraiment t'appartenir, dit autrement, ta perception et l'intégration de ce que tu vis se décrochent. C'est très ini. Tu fonctionnes, tu bouges, mais tu as l'impression d'être débranché de toi-même et de l'environnement. Nuance importante, ces produits ne créent pas deux identités stables, qui se passeraient le relais comme dans la série. Ils brouillent temporairement les repères, qui tu es, où tu es, ce que tu ressens, et peuvent perturber l'encodage des souvenirs pendant l'épisode. À très faible dose encadrée, la kétamine elle est aussi étudiée en psychiatrie, par exemple pour des dépressions résistantes, et à dose récréative ou mal encadrée, les défaits deviennent assez imprévisibles, des anxiétés aiguës, des confusions, des comportements à risque. Bref, c'est utile pour comprendre comment on peut décoller la conscience de ses appuis, mais rien qui ne ressemble à une session propre ini-outi. Côté électricité, on sait aussi bricoler un peu. Chez la souris, il y a des labos qui marquent les neurones activés pendant un apprentissage, les rendent sensibles à la lumière, puis les rallument plus tard avec une fibre optique. Le résultat, c'est qu'on peut rejouer une mémoire de peur, ou même créer une association artificielle entre un contexte et un choc reçu ailleurs. C'est ce qu'on appelle de l'optogénétique, et ça reste de la recherche animale très loin d'un usage humain, mais ça prouve que les souvenirs y tiennent sur des ensembles de neurones précis qu'on peut rallumer un peu comme un refrain. Chez l'humain, on a des versions beaucoup plus sages. La stimulation magnétique transcrânienne, ou TMS, consiste à poser une bobine sur le crâne pour moduler temporairement l'activité de zones corticales superficielles. C'est utilisé dans des protocoles médicaux pour la dépression et en laboratoire pour sonder certaines fonctions, par exemple l'attention, la perception ou le langage. Ce n'est pas un interrupteur d'identité, plutôt un coup de pouce ou un petit grain de sable.
Ensuite, tu as la stimulation cérébrale profonde, ou DBS, qui elle est plus invasive. C'est des électrodes qui sont implantées dans des régions en profondeur, très utiles pour les symptômes de la maladie de Parkinson, parfois pour les TOC résistants, et encore à l'étude pour la dépression. Là non plus, pas de mode ini-outi, on module des circuits, on ne crée pas deux personnes. Et Neuralink alors, la puce d'Elon Musk. C'est pas non plus une machine à scinder ta mémoire. C'est un implant pour aider des personnes paralysées à contrôler un curseur ou des appareils par la pensée. Le premier patient humain a montré en 2024 qu'il pouvait bouger un pointeur uniquement avec son activité cérébrale. Depuis, l'entreprise a annoncé une douzaine d'implantations et des heures d'usage cumulées, mais aussi des couacs techniques. Par exemple, les fils de l'implant qui sont rétractés avant d'être compensés par le logiciel. Bref, c'est assez impressionnant pour la communication et l'autonomie, mais pas pour éditer les souvenirs, ni créer un ini-outi. Il y a d'autres acteurs historiques, par exemple BlackRock, qui font la même chose souvent depuis longtemps dans le cadre clinique. On parle parfois de prothèses hippocampiques, des algorithmes et des implants expérimentaux qui imitent certaines transformations de l'hippocampe, pour aider l'encodage chez quelques patients, souvent dans le cadre de l'épilepsie. Alors les résultats ils sont prometteurs, mais ce sont surtout des prototypes qui sont testés sur de toutes petites cohortes. On est encore très loin d'une carte mémoire à la demande. Mais l'idée elle existe. La réalité elle avance à compter. Alors imaginons malgré tout qu'on veuille construire une vraie sévrance. Il faudrait repérer avec fiabilité quand tu es au travail, grâce à des indices physiologiques, par exemple ton rythme cardiaque, ta pupille, des ondes cérébrales, des marqueurs chimiques, ou plus prosaïquement, l'environnement lui-même. Il faudrait ensuite un système qui ferme l'accès à la mémoire épisodique dans ce contexte, par exemple en rendant l'hippocampe moins disponible, sans pour autant abîmer le langage, la motricité ou les habitudes. Enfin, il faudrait empêcher les souvenirs de se recabler en douce par des détours, un rêve, une odeur, un geste, une émotion. Or, c'est précisément là que la biologie elle met des bâtons dans les roues. Le cerveau il aime pas les frontières nettes. Tu bloques une route, il en construit une autre. Tu fermes une porte, il passe par la fenêtre. Et à chaque rappel, la reconsolidation, elle rouvre l'atelier. Une chance de colmater, c'est aussi d'inventer un nouveau raccourci. Même si tu parvenais à cloisonner à 95%, il y aurait des fuites. Les habitudes, elles continueraient de glisser entre les mailles, tu pourrais taper un mot de passe que tu n'as jamais appris consciemment, les émotions pourraient monter sans étiquette, un malaise au ventre sans souvenir auquel l'accrocher, les automatismes moteurs, ils feraient leur vie. Tu pourrais te retrouver sur le chemin du bureau, presque sans y penser. Et côté onirique, même si c'est plus une idée de scénariste qu'un fait, on peut imaginer des images, des ambiances, des fragments qui suintent par les rêves. Bref, même un pare-feu très performant laisserait travailler l'inconscient. En pratique, une sévrance propre ressemblerait plutôt à un cauchemar clinique. Désorientation, troubles du sommeil, humeur en vrac, crise, sentiment de déréalisation. Tu te dis peut-être que c'est juste une série, que c'est poussé pour faire frissonner, sauf que la souffrance des INI, elle est tristement crédible. Un INI, c'est un être humain coincé en mode présent perpétuel. Pas de passé, pas d'avenir, pas de nom, pas de vie hors sol. Il s'allume au bureau, il s'éteint dans l'ascenseur, puis rebonjour le bureau. Comme un gif existentiel. Pas d'horloge, pas de fenêtre, pas de soleil, juste des tâches absurdes et le doux parfum des moquettes synthétiques. L'enfer, mais avec des chaises ergonomiques. La science, elle connaît bien ce cocktail. Quand tu prives un cerveau de repères sensoriels et de narration, le fameux avant, pendant, après qui donne du sens, il part en vrille. Anxiété, tristesse, confusion, parfois idées noires. Les INI, ils vivent dans un décor aseptisé où rien n'accroche les mémoires et tout décourage la curiosité. C'est littéralement la recette du « je dépéris, mais je souris parce qu'on me l'a demandé ». Et c'est pas tant la charge de travail qui détruit, c'est l'absence de contrôle. Ce qui tue, c'est de ne rien décider. Ni ce qu'on fait, ni pourquoi, ni avec qui, et de se faire rabrouer dès qu'on pose une question. Les INI, ils ont aucun volant entre les mains. Ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ça te rappelle un stage non payé? Une boîte toxique? Une start-up qui t'explique qu'ici on a une famille mais t'envoie un Slack quand tu prends 7 minutes de pause pipi? Voilà. Les psychologues du travail, ils ont un mot sobre pour ça, l'aliénation. Pas la théorie politique, la version clinique où ton cerveau décroche parce qu'on lui confisque la manette. À ce stade, la vraie question n'est plus est-ce possible, mais qui y aurait droit si c'était possible? Parce que l'éthique ici, c'est pas un vernis, c'est la charpente. Dans la série, Laoti signe pour l'INI. Laoti il fuit sa douleur, l'INI il naît au bureau sans jamais avoir dit oui. Est-ce qu'un consentement donné par une version de toi peut valoir pour une autre conscience qui va en subir les effets? Peut-on créer un être conscient au travail et lui refuser tout droit fondamental parce que techniquement c'est toi? On n'est plus dans la science-fiction, on touche le nerf à vif de toutes les expériences humaines sur la conscience et la responsabilité. Et justement, qui est responsable? Si l'INI commet un acte illégal, est-ce qu'on punit Laoti? Et si Laoti jouit d'une belle vie en expédiant son INI en enfer 8 heures par jour? On appelle ça comment? La neuroscience, elle te souffle à l'oreille une mauvaise nouvelle pour les juristes. Une identité, ce n'est pas un caillou, c'est un processus. Si tu tripotes le processus, la mémoire, les émotions et le contexte, les frontières de la responsabilité, elles deviennent floues comme une photocopie de photocopie. Revenons au bureau parce que sévrance, ça parle surtout de ça. On vit dans un monde qui te vend l'équilibre pro-perso à coups de bullet journal, de yoga sur chaise et d'emoji Slack, alors même que la frontière n'a jamais été aussi poreuse. Tu réponds à des mails à 22h, tu prends un call depuis les toilettes, et on te demande un dossier médical pour une demi-journée off. La série, elle pousse juste le bouton au maximum. Tu veux une vraie séparation? Très bien, on coupe tout. Ironie du sort, à force de cloisonner, on fabrique l'aliénation totale. Ajoute à ça la surveillance émotionnelle. Chez l'humain, il faut sourire, réciter des slogans, faire semblant d'être bien. C'est presque du dressage pavlovien, et pourtant ça ressemble furieusement à certaines cultures d'entreprise où on te parle de famille, mais où tu n'as pas le droit d'être fatigué, triste ou pas d'accord. Si on te confisque tes émotions, on te confisque ce qui fait de toi, toi. Et le plus glaçant, c'est que tout est doux. Pas de hurlements, pas de coups, des couloirs beige pâle, des néons polis, des gens qui parlent calmement, une dystopie molle. C'est propre, c'est silencieux, c'est professionnel, et c'est précisément ce qui le rend crédible.
On n'a pas besoin d'une prison quand l'open space fait très bien le boulot. Au fond, la série te pose la seule question qui compte. Si on te retire ton passé, tes émotions, tes choix, est-ce qu'il reste encore une personne ou juste un rouage qui tourne bien? La science, elle a pas toutes les réponses, mais elle en a une qui pique. La mémoire, c'est le squelette de l'identité. Tente de l'amincir pour gagner en productivité et tu finis par rogner l'humain lui-même. Conclusion express, la procédure sévrance, elle n'existe pas, et heureusement. Mais le désir de l'inventer, lui, il a l'air bien là. Pas avec des scalpels et des implants, mais plutôt avec des process RH, des dashboards de bien-être et des applis qui mesurent ta respiration. La prochaine fois que tu descends en ascenseur vers le bureau, demande-toi si c'est bien toujours toi qui remonte, et si on te proposait l'opération pour de vrai, est-ce que tu te dirais oui? Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, mettez un like, abonnez-vous et commentez quel film vous voudriez qu'on analyse. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous interagissez avec nous, vous nous aidez à augmenter notre visibilité, en plus de nous faire plaisir. On a aussi des réseaux sociaux en description sur lesquels vous pouvez nous suivre. On va essayer d'augmenter notre contenu là-dessus avec des making-of et behind the scenes. A bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques et cinématographiques.